Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, la ville de Grigny en Essonne est traversée par des flux de population continuels en prise directe avec les fracas du monde qui poussent des femmes et des hommes à quitter leur pays en quête de paix et d'un avenir meilleur. Voici ce qu'écrit le sociologue Fabien Truong. Il y a enquêté à Grigny pendant 10 ans et forcément, on croise plein de questions d'éducation dans le livre qu'il publie. Il est l'invité du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule en cette année 2025. On réveille sa culture générale. Cette semaine, en partenariat avec les arènes BD, la mythologie nordique. Question du jour, quelle technologie de communication tient son nom du roi viking Harald? Réponse et explication dans moins de 10 minutes, ce sera avec Catherine Maury. Et puis rendez-vous comme tous les vendredis en fin d'émission avec Célie Luton et sa librairie pour des conseils de lecture toujours avisés pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Fabien Truong, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans la quotidienne. Vous êtes sociologue, écrivain, enseignant à l'Université Paris 8, spécialiste des quartiers populaires et de la jeunesse. Et vous publiez avec votre collègue Jérôme Truc Grands Ensembles, le sous-titre Violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires. Livre, je le précise, qui sort le 23 janvier, dans quelques jours donc. Et si on a eu envie de vous entendre dans une émission sur l'éducation, c'est parce que ce sujet, il croise en permanence, sans que ce soit le cœur du bouquin, mais il croise en permanence des questions éducatives au sens large, des questions familiales, bien sûr les questions de la jeunesse et du racisme. Et puis alors, et je veux bien qu'on commence par là évidemment, c'est un livre qui résonne forcément avec l'actualité, avec la commémoration en ce mois de janvier des 10 ans des attentats de janvier 2015, parce que l'histoire de ce bouquin, elle démarre en novembre 2015 par votre rencontre avec un collectif qui s'appelle Ensemble Citoyens. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'avec Jérôme, on arrive à Grigny, c'est ce collectif, Ensemble Citoyens, qui nous appelle, en gros. Et en fait, c'est un collectif qui s'est monté juste après les attentats de janvier, donc 2015. Et pour préciser, Amédi Koulibaly, qui est un des 3 auteurs de cette série d'attentats, a grandi dans la ville de Grigny. Alors, vous parlez même d'un moment Koulibaly. Oui, parce qu'en fait, ça a été une épreuve pour la ville. Alors, les habitants et les habitantes de Grigny, les Grignois et les Grignoises, ont été touchés, comme tous les Français, par ce moment de crise. Mais ils ont été touchés au carré, d'une certaine manière, parce que à la fois touchés comme tout le monde, mais touchés aussi parce que beaucoup de personnes avaient pu connaître Amédi Koulibaly, donc ça questionne aussi quand on a pu connaître personnellement cette personne. Et puis, très très vite, ce qui s'est passé, c'est un grand moment de stigmatisation, c'est-à-dire les médias ont pointé du doigt la ville de Grigny en disant que c'était une fabrique de terroristes, etc. Alors, juste pour rester très matériel, Amédi Koulibaly, certes, il a grandi dans la ville de Grigny, mais il a passé aussi la moitié de sa vie en prison. Voilà, je repose juste... Pas uniquement à Grigny. Voilà. Mais ce qui vous intéresse, vous, ici, c'est pas un livre sur Amédi Koulibaly, c'est un livre sur Grigny. C'est vraiment la réaction, l'effet que ça peut avoir sur les habitants, la stigmatisation dont vous venez de parler. Et d'un mot, et ensuite on va passer à l'enquête, il y a un mur de parole qui est créé à l'époque et auquel vous vous intéressez et qui est absolument passionnant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que physiquement, c'est vraiment un mur, quoi. Exactement. C'est-à-dire que parce que les gens avaient tellement de choses sur le cœur à exprimer que des habitants se sont mis en collectif et ont monté des murs de parole dans la ville juste après les attentats pour que les personnes puissent s'exprimer. Donc il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de dessins aussi parce qu'en fait tout le monde ne sait pas écrire et manier le français dans sa forme écrite. Et donc il y avait plus de 300 messages qui ont été récoltés en quelques jours. Et ce qui est intéressant dans ces messages, c'est qu'ils disent en fait 3 choses. Il y a des choses très classiques comme des messages de paix, d'amour, de condoléances pour les victimes qu'on retrouve un petit peu partout, je dirais. Mais ce qui nous a surpris très très vite, c'est que dans ces messages... très vite, dans les jours même, c'est la stigmatisation. Il y a beaucoup de messages qui disent nous ne sommes pas des Amédi Koulibaly, Grigny c'est aussi autre chose. D'ailleurs, pour aussi rappeler la violence pour les habitants du moment, dès les premiers jours après les attentats, toutes les personnes qui s'appelaient Koulibaly et Grigny, il y en a plus d'une dizaine. Et c'est un nom de famille qui est répandu. Donc oui, très, très répandu, notamment au Mali, eh bien, se faisaient appeler constamment par les journalistes qui cherchaient. Il y avait une sorte de chasse au Koulibaly, entre guillemets. Et ça, c'est quand même, en termes de rapport de prédation à la médiatisation, c'est quand même assez violent. Donc, il y avait ce genre de choses. Donc, on a des messages comme ça sur la stigmatisation tout de suite. C'est-à-dire cette conscience-là d'être un objet politisé, elle est très, très forte dans les messages.
Et puis d'autres messages sur la violence structurelle, c'est-à-dire la violence du quotidien, dans ces mêmes messages sur la difficulté à se déplacer, sur la question des poubelles, sur la question de tout un tas de choses très concrètes sur les difficultés de la vie. Et donc on comprend que toutes ces choses, précarisation, stigmatisation, émotions liées aux attentats, d'une certaine manière, sont reliées politiquement. Et vous vous dites que c'est un beau matériau pour un sociologue, ou pour deux, puisque vous travaillez avec Jérôme Truc, et vous avez travaillé pendant 10 ans. Oui, alors... Avant de sortir ce bouquin, quand même, alors j'imagine pas tous les jours, mais un suivi assez constant pendant toutes ces années-là. D'un petit mot encore, juste pour terminer de planter le décor, l'histoire de Grigny, vous la racontez, pas au début, mais à un moment donné, ça vient. Elle est marquée par différentes formes d'exploitation, finalement, depuis le 19e siècle. Vous dites c'est une terre qui a toujours été une terre exploitée. Oui, une terre, tout à fait. Alors ça, on est sur la question du temps, en fait. Ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris 10 ans, c'est-à-dire que des images très rapides des quartiers populaires ou de la banlieue, en fait, on en est abreuvé, on en est inondé. Et donc, il nous a semblé intéressant justement de prendre le temps de voir des avant, des après, des dimensions en fait structurelles, même si c'est une enquête ethnographique, donc on est avec les gens, et les gens, d'où le titre aussi du livre, ils grandissent ensemble et un petit peu à côté de nous aussi. Et donc, quand on fait l'histoire du temps long de Grigny, c'est intéressant, on voit, en fait, quelque part, on met en relation les quartiers populaires et le centre, voire l'hypercentre. C'est-à-dire, on se rend compte, et ça, c'est une relation, en fait, qui lie tous les quartiers populaires aux centres urbains, c'est que, contrairement un petit peu à la fable de quartiers communautaristes, coupés, sans connexion avec le centre, en fait, ce sont des quartiers qui sont faits de flux permanents. C'est ça. Par exemple, en parlant d'exploitation humaine, on l'a très bien vu de manière un peu hypertrophique pendant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, qu'est-ce qu'on voit? Qui continue à circuler? Où sont les travailleurs? Les gens des grands ensembles. Les fameux travailleurs essentiels et travailleuses essentielles. La logistique, les poubelles, le care, le soin. Voilà, tout ça est extrêmement présent. Et quand on fait l'histoire depuis le 19e siècle de Grigny, on voit que Grigny a été... Exploitation agricole au 19e, extraction de pierre et de sable au 20e, exploitation, dit-on aujourd'hui, immobilière avec la construction des grands ensembles. Et d'un mot juste là, sur ces grands ensembles, il y a la Grande Borne et Grigny 2, qui sont les deux grands ensembles qui forment Grigny. La Grande Borne qui se veut une cité des enfants, des formes arrondies, colorées. Grigny 2, on est plutôt dans la modernité, dans le gigantisme. Mais finalement, dans les deux cas, on a des architectes et des urbanistes qui essayent d'imaginer une sorte de cité idéale. Et vous dites, on est passé de l'idéal urbain à la cité de la peur. Le territoire dans lequel vous travaillez, vous, c'est un endroit finalement où les gens ont peur? Oui, alors... Juste pour revenir sur ces deux, ce qui nous a intéressé aussi à Grigny, c'est qu'il y a deux grands ensembles très différents. Et ça permet aussi, du coup, la ville de Grigny est un peu comme un laboratoire pour ça. Alors, il faut bien comprendre que ce sont deux grands ensembles qui ont été imposés à la ville de Grigny. C'est-à-dire que dans les années 70, sans que la mairie et les habitants aient eu leur mot à dire, parce qu'il y avait de la place, en fait, ces deux grands ensembles ont été imposés. Alors, la différence, c'est Grigny 2, donc c'est construit à peu près dans les mêmes années, mais des deux côtés de l'autoroute. C'est du grand ensemble privé. Donc c'est ce moment où on a une sorte d'utopie un petit peu à l'américaine, où on veut voir des grands immeubles, on pourra vivre la grande vie dans de hautes tours et aller travailler à Paris. Donc c'est la famille de Balkany d'ailleurs qui construit ce Patrick grand Balkany, ancien maire de la Loi-Perret. Oui, alors c'est pas lui-même, non, c'est sa famille. Voilà. Et je resituais pourquoi cette famille est connue. Voilà. Et donc c'est la deuxième plus grande copropriété d'Europe, donc le gigantisme est vraiment très très présent. Et au départ, c'est prévu pour des cadres, des jeunes cadres qui vont s'installer, qui vont avoir des tennis, une piscine, et et on construit la gare d'ailleurs pour ce grand ensemble. Très vite, assez rapidement, il va y avoir tout un tas de problèmes et en gros ce quartier va se vider des couches moyennes. Ce qui est l'histoire d'un certain nombre d'autres banlieues, à côté de Paris d'ailleurs, puisque dans ces années 60-70, il y a ce fameux idéal dont vous parlez. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. Berlusconi en Italie fait exactement la même chose quelques années plus tard. Cette idée de vie autarcique, un petit peu idéale. Il y a le tennis, la piscine, et puis des conditions matérielles qui, on n'est quand même pas super longtemps après la guerre,
sont bonnes. Enfin, je veux dire, il y a des salles de bain partout. Oui, ça va durer à peu près. C'est sain, voilà. Bien sûr, c'est une amélioration en fait, hein, mais ça va durer 10 ans, 10-15 ans, et en fait maintenant, donc c'est un grand ensemble privé, complètement dérégulé, où les biens ne valent plus grand-chose, qui sont très souvent achetés par des marchands de sommeil en fait, qui vivent sur la misère humaine, et donc il y a beaucoup d'incendies aussi à Grigny 2. Donc on est sur voilà, une sorte d'utopie qui a un petit peu mal tourné d'une certaine manière. La Grande Borne, c'est assez différent. Et on va en parler, si vous voulez bien, juste après l'Anti-Sèche. Je donne cet extrait toujours du bouquin, loin du cliché d'une contre-société hermétique. Les quartiers populaires sont d'abord des lieux d'accueil et de transit, en large partie façonnés par la géopolitique mondiale. On parle de la Grande Borne dans quelques secondes, puisque vous le savez, en cette année 2025, nouvelle formule de l'Anti-Sèche. On teste sa culture générale avec Catherine Maury. Une anti-sèche, nouvelle formule en 2025, anti-sèche de révision de culture générale. Et pendant toute cette semaine, on révise la mythologie nordique en partenariat avec les arènes BD. La question du jour, quelle technologie de communication tient son nom du roi viking Harald? Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes, pour celles et ceux qui l'ignoreraient, depuis le début de la semaine, professeur de français, autrice, scénariste de bande dessinée. Vous signez avec Philippe Bercovici l'incroyable histoire de la mythologie nordique. Alors, quelle technologie de communication tient son nom du roi viking Harald? Elle se trouve, cette technologie de communication, notamment dans des petites bestioles comme ça. Eh bien oui, parce que c'est le Bluetooth. Le Bluetooth. C'est quoi le raccord entre Harald et le Bluetooth? Eh bien parce que Harald était prénommé Harald à la dent bleue, donc comme Bluetooth. Ah, Bluetooth dent bleue. Bluetooth dent bleue. Et Harald, c'était donc un roi danois qui a unifié, qui a rassemblé le Danemark et l'Europe occidentale chrétienne. De même que le Bluetooth va rassembler des appareils différents. D'où, voilà. Et d'ailleurs, le logo du Bluetooth, si vous regardez bien, c'est une espèce de B qui se superpose à une étoile. Le B étant dans l'alphabet runique, l'initiale de Blatand, puisqu'on dit dent bleue, ça se dit Blatand en vieux norrois. Blatand. Blatand. Je dis votre accent un peu là. Oui, non, faut que j'aille un peu chez Ikea là pour m'entraîner. Et donc, Harald, c'est une espèce d'étoile. Donc c'est ça, le logo Bluetooth, c'est cette étoile superposée au B. Donc Harald à la dent bleue. Alors ça, le mystère, c'est pourquoi l'appelait-on à la dent bleue? Est-ce qu'il mangeait trop de myrtilles? Est-ce qu'il avait les dents gâtées? Est-ce qu'il se teignait les dents bleues? Là-dessus, toutes les hypothèses sont autorisées. Quelques autres traces que la mythologie nordique a laissées dans notre vocabulaire, notre géographie par exemple, la Russie. Oui, la Russie. Alors, on sait que les Vikings sont allés partout. À l'ouest, ils sont allés jusqu'en Amérique. Au sud, ils sont allés en Méditerranée. Mais ils sont aussi allés à l'est. Ils ont fondé notamment une principauté qui s'appelait la Russe de Kiev, qui était très puissante, très prospère. Et donc, eh bien, le mot Russie vient de ce nom russe, R-U-S apostrophe. Avec le baptême de la Russie en 988 à Kiev. Voilà, exactement. Bravo. J'ai des points là? Oui, pas mal. J'essaye depuis le début de la semaine de choper 2-3 points en culture G avec Catherine. Je veux dire, c'est pas évident du tout. Non. Nord, sud, nord, sud, est et hors sujet, c'est ça, j'étais hors sujet. Nord, sud, est et ouest sont les noms de 4 nains qui soutiennent la voûte céleste aussi. Ils sont au tout début d'ailleurs de la BD. Oui, si je me souviens bien. Oui, ils sont au tout début parce que ça fait référence à la création du monde. Voilà. Donc ça, c'est assez amusant. Donc c'est Odin avec ses frères qui créent le monde. Pour créer le monde, c'est une scène de crime. Ils tuent un géant. Voilà. Avec la chair du géant, ils font la terre. Là, le géant qui est ratatiné. Avec le sang du géant, eh bien, ils font la mer. Avec ses cheveux, ils font des arbres. Et avec son crâne, ils font la voûte céleste. Et ils demandent à 4 nains, ce qui paraît quand même pas très pertinent, mais c'est comme ça, de soutenir cette voûte céleste aux 4 extrémités. Donc c'est Nordri, Vestri, Estri et Surdri. Et on a entendu nord, sud, est, ouest. Voilà. Donc quand vous allez vers le nord, en fait, vous allez vers le petit nain qui s'appelle Nordri. Oh là 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 là. Et oui. Ça va être très très charmant. On va terminer avec les noms des jours de la semaine en anglais. Oui. Monday, voilà. Alors nous sommes vendredi. Ouais, on est Friday. Voilà, on est Friday. Et Friday, c'est le jour de Frigg. Frigg étant l'épouse d'Odin. Le jour d'avant, donc Thursday, c'est le jour de Thor. Donc Thor, ce fameux dieu du tonnerre, etc. Wednesday, c'est le jour d'Odin, puisque Odin se dit aussi Woden. Et Tuesday, c'est le jour de Tyr, puisque Tyr est le dieu du droit et de la guerre. Enfin, un des dieux de la guerre, parce qu'il y en a beaucoup. Pour Monday, on n'avait rien. Non, je sais, dans Monday, il n'y avait pas. D'accord. Et samedi, on prend son bain. Oui, samedi, on prend son bain. Mais ça, c'est en norrois, c'est pas en anglais. Merci beaucoup, chère Catherine, de nous avoir
à la fois appris tant de choses sur la mythologie nordique et surtout, je l'espère, ça vous donne envie de vous plonger dans cette incroyable histoire de la mythologie nordique. Voyage au pays des Vikings, signé Catherine Maury donc et Philippe Bercovici, c'est aux arènes BD. Vous savez que c'est une collection qu'on adore ici dans la quotidienne et pour cause parce que c'est vraiment, elle réunit tout ce qu'on aime ici. On se cultive avec le sourire, on apprend plein de choses, on s'en souvient parce que c'est merveilleusement raconté. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va tester notre culture générale sur un sujet universel et bien différent, mais toujours avec les arènes BD. On parlera argent, mais pour l'heure, grand oral, la suite. Fabien Truong, La Grande Borne, on a présenté Grigny 2, très différent, La Cité des Enfants. Oui, La Cité des Enfants. Alors, c'est un architecte qui s'appelle Émile Ayo, qui lui a imaginé une cité pour les enfants. Alors, il faut savoir que La Grande Borne, du coup, c'est du parc social, et en fait, c'est un grand ensemble qui a été construit pour, en gros, désengorger les bidonvilles qui existent à l'époque, soit dans Paris intramuros, mais surtout sur les côtés. Donc, c'est pour reloger des populations très, très précaires qui n'ont pas vocation à accéder à la propriété. Voilà, mais c'est intéressant, enfin, en tout cas pour une chaîne comme School et pour un journaliste comme moi qui a longtemps travaillé sur des questions d'éducation, cette idée que dès le départ, on fait un projet en se disant c'est pour les enfants. Oui, alors l'idéal de Émile Ayo, c'était de faire un quartier où les enfants pourraient se perdre. Et donc c'est un quartier... Sans que les parents s'inquiètent. Oui, alors qu'il y a une valeur architecturale assez incroyable. En fait, il faut se promener à la Grande Borne, c'est-à-dire que on a peu d'angles droits, c'est beaucoup de ronds, des labyrinthes, des zigzags, les immeubles, à l'inverse de Grigny 2 qui est très brutaliste, très haut, très dense. On a de l'espace, on a des espaces verts, on a des mosaïques partout, il y a des terreaux, des terre-pleins, des aires de jeu. Et donc l'idée c'était de se perdre, mais les parents pourraient, surveiller leurs enfants. Alors ça c'était l'idée de départ. Il faut savoir qu'il y a eu un problème très vite qui n'est pas tant dans l'architecture que dans la réalisation. C'est-à-dire que notamment, la Grande Borne a été construite avec des panneaux préconstruits, livrés par l'entreprise Bouygues, qui étaient défectueux dès le début. Donc dès le début, on a eu... l'idée était intéressante, entre guillemets, mais beaucoup de malfaçons qui font que vivre au quotidien dans ces appartements a été difficile. Et puis, on ne peut pas circuler en voiture dans la Grande Borne, donc ce qui a aussi posé tout un tas de problématiques, alors à la fois pour le quotidien, pour les courses aussi, mais dans le rapport aussi de la police au quartier, etc. Donc les choses... Compliqué de rentrer. Facile de fermer d'une certaine façon pour un certain nombre de personnes, parce qu'il faut quand même le dire, c'est aussi un endroit où il y a du trafic, vous le racontez. Alors, il y a plein de formes d'entrepreneuriat, en fait. Il y a celles et ceux qui entreprennent pour vendre des trucs qu'on n'a pas le droit de vendre. Il y a aussi celles, souvent des femmes d'ailleurs, qui entreprennent en créant des activités, des sociétés et qui tissent un tas de choses. Oui, alors il y a une forme de dynamisme économique très très fort. Alors, juste sur la question du narcotrafic, puisqu'on en parle assez souvent, alors il y a du narcotrafic à la fois à Grigny 2 et à la Grande Borne, mais il faut aussi rappeler le côté relationnel de ce narcotrafic, c'est-à-dire que la majorité des clients en fait viennent de Paris ou de l'extérieur, et la particularité de Grigny, c'est que vous avez l'autoroute qui coupe en deux la ville. En gros, vous tournez à gauche ou à droite, vous arrivez à Grigny 2 à la Grande Borne, et ce narcotrafic, il existe aussi parce qu'il y a des consommateurs affluents qui ont de l'argent et qui viennent aussi des grands centres urbains. Donc il faut aussi repositionner les choses dans ce sens-là. Après, la Grande Borne, c'est aussi un quartier, à l'inverse de Grigny 2, où quand même il y a un attachement au territoire et une vie, un peu comme une vie de village, qui est assez important. C'est-à-dire, des deux quartiers de la ville, c'est un quartier où justement, parce qu'il y a cet espace, parce qu'il y a cette architecture particulière... Il y a plus d'espace de sociabilité, il y a plus de liens entre les gens. Oui, et c'est ce qui est presque tragicomique d'une certaine manière, c'est que de l'extérieur, c'est sans doute le quartier le plus connu et le plus stigmatisé. Oui, la Grande Borne, quand vous disiez tout à l'heure, quand on va se promener à la Grande Borne, c'est pas un truc qu'on fait spontanément le dimanche matin. Oui, alors que le dimanche matin, il y a un marché qui attire beaucoup de monde. Qui attire beaucoup de monde. Alors qu'à l'intérieur de la ville, c'est plutôt le quartier désirable, en fait. Donc là, on voit bien la différence entre le regard extérieur et le regard intérieur. Alors je le disais, le livre n'est pas un livre spécifiquement sur les questions d'éducation. Il y a un point qui parcourt, je trouve, beaucoup de chapitres de l'ouvrage et qui renvoie à ces questions d'éducation, c'est la question de comment on se projette dans un avenir, qui est quand même extrêmement importante. Et vous dites, quitter Grigny, par exemple, c'est à la fois un objectif pour un certain nombre de personnes, en même temps c'est un arrachement.
c'est pas si simple que ça, et il y a un ressentiment de la part de celles et ceux qui restent, qui se portent aussi vers ceux qui partent, je vous cite. C'est pas simple, hein, le lien qu'on entretient avec un quartier comme celui-ci. Oui, c'est très contradictoire parce qu'en fait, ce qu'on montre, et c'est la durée de l'enquête qui le permet, justement, et qui permet de sortir un petit peu des clichés fixistes sur ces lieux, c'est que ce sont des lieux hyper dynamiques. C'est ça bouge en permanence. Voilà, en fait, pourquoi, en gros, les quartiers populaires sont de plus en plus pauvres et ont de plus en plus de difficultés sociales, si on regarde les indicateurs dans le temps, et ça, c'est vrai, c'est parce que ce sont des quartiers qui se transforment en permanence. Il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Donc, il y a des personnes qui partent. Les personnes qui partent, c'est en général ceux qui ont une petite ascension sociale qui se traduit par une ascension résidentielle, en fait. Et souvent, ils partent pas loin. 10, 15 km, voilà. Oui, c'est ça. Mais pas non plus... Mais c'est déjà loin, c'est déjà plus tout à fait la même chose. Et eux-mêmes, quand ils partent, se rendent compte d'un certain nombre de choses qu'ils pouvaient vivre à Grigny, en disant quand même c'est un peu plus... on respire un poil mieux à 10 ou 15 km de là, notamment dans le rapport avec la police. Ah oui, ça fait une différence fondamentale pour les garçons. Ça, on n'est plus contrôlé, quoi. Donc ça change littéralement votre quotidien. Alors après, ce qui est difficile quand on part, c'est que aussi, contrairement aussi à la fable un petit peu néolibérale qui nous entoure, on ne se fait jamais seul. Et d'autant plus quand on vient d'un quartier populaire. Donc partir, c'est d'une certaine manière avoir réussi, mais c'est un petit peu trahir parce que chaque personne qui part sait qu'elle doit beaucoup au collectif, qu'elle doit à l'enveloppement des éducateurs, des éducatrices, alors justement, ces enseignants, ces enseignantes, ces éducateurs, ces éducatrices qui restent. Qu'est-ce qui fait qu'eux restent? Et parfois, ils restent très longtemps. Je crois qu'en fait, soit ils arrivent, ils repartent. Ça, il y a un effet rebond assez rapide, genre je ne vais pas y arriver. Soit ils peuvent rester pendant 20 ans, 30 ans. Oui, alors dans le livre, on dresse le portrait de certains enseignants, enseignantes qui restent longtemps. Ils sont minoritaires, hein, quand même. C'est ça, voilà, c'est ce que je dis. Il y a les deux, en fait. La norme, c'est de rester quelques années, de prendre des points et de repartir dans l'endroit où on a grandi. Alors, ce qui peut tout à fait se comprendre, mais ce qui est quand même aussi assez violent pour les enfants qui vivent dans les quartiers populaires, parce que du coup, il y a aussi un manque de continuité, et puis l'idée que... Et puis ils le savent très bien. Puis dans certains collèges, les enseignants tournent... Enfin, il y a des enseignants, quand les enfants arrivent en troisième, qui sont dans le collège depuis moins longtemps que les élèves eux-mêmes. Oui, et du coup, ça pose des questions pour les élèves. Est-ce que les profs sont vraiment là pour nous? Enfin, en tout cas, c'est une question... Mais celles et ceux qui restent? Alors, celles et ceux qui restent, ils sont effectivement habités par leur mission. Et en fait, dès qu'il y a une connexion aussi qui se fait avec l'extérieur, en fait, en gros, des établissements, et qu'on comprend aussi tout l'environnement, en fait, extérieur à l'école et aux institutions, et que cette connexion se fait, c'est vrai que du point de vue des enseignants, des enseignantes, il y a un retour, en fait. C'est-à-dire que quand vous restez, on va vous rendre aussi votre présence. Il y a une reconnaissance. Oui, il y a une reconnaissance, et puis on comprend aussi que son métier a du sens. C'est-à-dire que là aussi, on voit... Je pense qu'on peut voir beaucoup plus que dans d'autres endroits les effets très concrets, en fait, d'une présence au long cours, puisqu'on la mesure aussi avec la fratrie, avec les familles, et on voit, en fait, les choses qui bougent, qui changent dans une temporalité. Et la temporalité de l'éducation, vous la connaissez très bien, elle est longue. Elle est forcément longue. Et je tire le fil des enseignantes et des enseignants, des éducatrices et éducateurs vers l'ensemble des services publics, parce qu'une des clés, c'est pas un programme politique, votre ouvrage, évidemment, mais quand même, une des clés, c'est que vous dites, si le droit commun était appliqué de la même manière sur tout le territoire, et donc y compris dans ces grands ensembles, peut-être qu'on commencerait à avoir le début d'une solution. Oui, parce qu'en fait, on a tendance à dépeindre les quartiers populaires comme des zones de non-droit. En fait, bon, ça, c'est tout un discours sécuritaire. En fait, la réalité, c'est que le droit commun n'est pas appliqué, en fait, dans les quartiers populaires. Et là, il faut être très, très concret. Par exemple, à Grigny, plus de 30 000 habitants, officiellement, en fait, plus un pédiatre. Ça, c'est un exemple. La question de la poste aussi, c'est terrible. La question des déplacements. Même la question... Il n'y a pas de lycée, par exemple, à Grigny. Il n'y a pas de lycée. La question des moyens dans l'éducation. Et d'ailleurs, il y a toujours cette image aussi que les ZEP, par exemple... ou les zones d'éducation prioritaire. Ou les politiques REP pourraient plus. Ouais. On donnerait plus aux banlieues. C'est faux. C'est des politiques de rattrapage. Mais quand on regarde... et par exemple, la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes est très, très clair. Ouais. On donne plus d'argent en France aux enfants de classe supérieure. Un autre exemple aussi, comme la population se régénère en permanence, c'est-à-dire les personnes qui arrivent avec plus de difficultés. Donc par exemple maintenant dans les classes en primaire à Grigny, vous avez parfois 8 ou 9 élèves
allophone dans une classe. Qui ne parle pas, dont la langue maternelle n'est pas le français, et voilà. Et on sait, on en a fait quelques émissions ici, combien il est important et compliqué aussi, avec les profs de français langue étrangère ou les voilà, il faut des moyens, unités il faut des moyens dédiés en fait. Dédiés pour les aider. Ouais. On peut le faire, mais on voit bien qu'on n'est pas à la hauteur en fait de la promesse. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que dans les quartiers populaires, ce sont des quartiers qui accueillent en fait les personnes dont tout un segment de la population française ne veut pas, d'une certaine manière, elle ne veut pas vivre à côté de ces personnes-là. Et donc, peut-être aussi le prix de cet entre-soi social, c'est à minima d'assurer le droit commun dans ces lieux. Et de prévoir suffisamment, je crois que c'est les UPE2A, me souffle Marine, parce que j'ai mauvaise mémoire à l'oreillette, qui s'occupent justement de ces enfants. Et c'est vrai que c'est pas pareil dans une classe de 25 élèves quand il y en a 9 ou quand il y en a 2. C'est pas la même prise en charge, c'est forcément pour les enseignantes et les enseignants, pour les camarades et pour les enfants concernés, c'est pas la même histoire. Fabien Truong, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sociologue, écrivain, enseignant à Paris 8 et que vous co-signez avec Jérôme Truc, qui lui est sociologue et chercheur au CNRS et membre de l'Institut des sciences sociales du politique. Cet ouvrage intitulé Grands ensembles, violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaire. Je crois ne pas avoir précisé, honte à moi, que c'est aux éditions La Découverte dans la collection L'Envers des faits, formidables aux éditions de La Découverte. Et j'en profite aussi pour signaler cet ouvrage qui était sorti il y a quelques années, qui est en poche maintenant, que vous avez écrit pour le coup tout seul, sans Jérôme Truc, qui s'appelle Loyauté radicale au pluriel, l'islam et les, entre guillemets, mauvais garçons de la nation, toujours à La Découverte dans la collection poche. Fabien, merci beaucoup. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va pousser les portes de la librairie de Célie Luton. Et comme tous les vendredis, notre rendez-vous avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Mais déjà d'une humeur absolument joyeuse, avec une super sélection de bouquins pour les enfants et les ados. Et on commence avec Interdit de manger des livres de Carly Sorosiak et Manu Montoya. C'est chez Albin Michel Jeunesse. J'adore. Ok, super, au revoir. Bon, c'est quand même l'histoire d'un libraire, là, vous êtes... oui, c'est ça. Il y a une petite mise en abîme, comme on dit. Exactement, c'est très réaliste parce que Léopold, il est comme beaucoup de libraires, nous avons la vocation, nous aimons les livres, oui, d'accord, c'est très bien, mais nous avons envie de donner le bon livre au bon lecteur, au moment opportun. Sauf que Léopold, tous ses clients sont des humains, et un jour, oh chouette, un autre book, un comme moi. Et là, celui-ci, il dévore tous les livres, au sens propre du terme, au sens premier. Et il lui dit non, arrête, les livres, c'est pas comme ça qu'on doit les dévorer. Et le problème, c'est qu'il y a un deuxième book qui arrive. Exactement, il va essayer de communiquer sa passion. On sent que c'est votre cauchemar. Un petit peu, ouais, c'est surtout un cauchemar vécu, mais c'est pas grave. Et il va lui présenter le premier livre que lui-même n'a pas dévoré. Parce que le libraire aussi a été un jeune lecteur. Et on n'oublie jamais le premier livre qui vous a dit « J'adore lire ». C'est quoi le vôtre ? Alors moi, le premier roman, c'était un roman de Mario de Muraille il y a très longtemps. Et ça s'appelle « Noël à tous les étages ». Génial. Oui. Et alors Mario de Muraille qui continue de nous éblouir. De vous éblouir et de publier. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, de Katharina Valks, c'est à l'École des loisirs. Exactement. Ça vient de sortir, ça. Ça vient de sortir, puis c'est un album pour les grands. Le premier à partir de 3 ans, mais celui-ci, 5-6 ans jusqu'à la fin de primaire. C'est un album qu'on pourrait qualifier de conte, puisqu'il est en chapitres, avec une jolie petite morale à la fin, puisque c'est l'histoire d'Edith. Edith, quand elle naît, ses parents sont fous d'elle, ils ont envie de lui donner un super cadeau. Un don de fée, pourquoi pas. Et c'est dur à trouver les fées, hein. Je sais pas, moi, de nos jours, c'est compliqué, oui. Et je trouve aussi. Mais la première va donner à Edith le don d'animer les choses. Très bien. Et puis une deuxième fée arrive, bientôt à la retraite, et elle se dit « je vais te donner le don de la jeunesse éternelle. » C'est pas mal en apparence, mais et si le vrai zeste de la vie, c'était de vivre une enfance, puis de grandir et de vieillir comme tout le monde. Jolie morale et surtout très beau dessin. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, Katharina Valks, c'est à l'École des loisirs. Et votre troisième conseil en ce vendredi, de délicieux enfants de Flore Vesco, toujours à l'École des loisirs, collection M+, Medium+, donc on est quoi, chez des grands ados là ? Oui, à partir de 13 ans. Alors, petit indice... Bon, c'est pas encore les grands ados, des ados. Oui, de délicieux enfants. C'est la réécriture d'un conte. De délicieux... Qu'on mange. Enfants. Vous l'avez ? Ouais. Là, le petit pousset. Sauf que cette fois-ci, vous n'êtes pas dans un conte, mais dans un roman très bien écrit, très bien construit, avec, comment vous dire, c'est un roman choral. Donc vous allez avoir la vie des parents, de tous les enfants, du tout petit qui n'a pas réussi à grandir. On va parler de liberté, d'envie, de désir, et surtout un petit peu des assignations que nous avons quand on est jeune par rapport à notre de genre, qu'en fait on a envie de s'émanciper.
Voilà. Super, roman hyper vivant, hein, très dialogué et très rythmé. Oui. Voilà, et avec un soupçon de mystère. Dans une forêt C'est ça. sombre et effrayante. Exactement. À dévorer. Oui, 2D. Délicieux enfants, attention, parce que enlever un petit peu ce qu'il peut y avoir. Ouais. Célie, merci beaucoup pour ces conseils de lecture, comme toujours chaleureux et avisés. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui, avec Héloïse Merlin au son et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, ou alors vous dévorez un bon bouquin et vous nous retrouvez nous sur les réseaux sociaux.